Salut Laurent, Salut Vic, comment tu vas? ça va bien et toi? Ça va bien, ça bouge un peu, mais ça va. Un peu, tu dis, ça fait quoi, 2 jours, 3 jours qu'il y a eu les attentats? Bah écoute, ça fait c'est le deuxième jour ici Deuxième après. jour. On est le 24, c'est le 22. Et puis comment ça se passe chez vous? Bah c'est partagé, c'est un petit peu difficile, je trouve, à estimer parce que au moment de Paris, par exemple, en novembre, hein, enfin déjà pour Charlie et puis en novembre, il y avait pas mal de stress. Et puis ici, bon, il y a toujours une tranche de la population qui est assez stressée. Mais finalement, tu en as déjà une autre tranche. Alors, je saurais pas te dire les proportions, mais tu as déjà des gens qui commencent à faire rentrer ça un petit peu dans leur normalité. Tu as des gens qui commencent à se dire, oui, bah, c'était prévisible, ça nous attendait, ça allait nous tomber dessus. Ça n'empêche pas que tout le monde déteste ça, mais la façon de gérer les gens va être assez différente d'une personne à l'autre. Donc, ça devient presque normal, c'est triste à dire. Bah, c'est le problème. Si tu regardes un petit peu ce que Aldostérone sort régulièrement, il en parle. Il dit au début, on fait des marches, on s'offusque, machin, et puis quand ça arrive pour la 20e fois, ça fait partie de la normalité, quoi. C'est ça qui est effrayant. C'est qu'à un moment, enfin, c'est l'adaptation aussi d'un autre point de vue, mais à un moment, les gens s'habituent ou s'habitueront. C'est quand même triste, quand même. Je veux dire, de constater que des, 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 des événements qui sont tragiques, qui font quand même plusieurs morts, Ah oui, 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 ça là, devient, c'est ça pas à devient moitié, banal. hein. C'est comme si ça se passait en Somalie, finalement. Sauf que ça Ouais, se passe dans la cour arrière. C'est c'est triste. ça. Mais bon, euh, il y a beaucoup de choses dont je veux parler avec toi, évidemment. Mais avant de commencer, j'aimerais ça que tu dises aux gens qui tu es et ce que tu fais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas et tu gagnes à être connu, puis eux gagneraient à te connaître aussi. Ok. Bah donc, je suis Laurent de T-Tactical, t-tactical.eu. C'est ma boîte que j'ai créée il y a grosso modo 3 ans. L'idée, je fais beaucoup de trucs, mais l'idée à la base c'était de renseigner un peu plus les gens sur la gestion de risque, la communication de crise, et puis beaucoup d'autres trucs parce que j'ai fait beaucoup de corps à corps et d'autres choses, donc je suis porté sur le monde tactique, disons. On a fait des formations avec Pierrot à un moment, et ça, c'était très chouette. Puis avec un ami Yann, on a fait des formations T3C plus défense, donc T3C Tactical Combat Casualty Care, donc premier soin au combat, blessure par balle et tout ça. Euh, Là, ce qu'on a fait aussi ici début d'année, c'est que donc Yann a lancé vraiment son site web parce qu'il avait lui aussi une société donc pour tout ce qui était matériel tactique de manière générale, donc qui s'appelle Special Options. Et donc là, il a lancé vraiment le web shop. On a développé certains produits ensemble, comme par exemple un insert pour les sacs à dos qui permet de les rendre par balle, éventuellement par lame, suivant les modèles. Ouais, c'est fameux, ça. Dis bien. Voilà, ce genre de truc. Mais donc voilà, de manière générale, là, je me présente comme ça maintenant, mais dans 6 mois, si ça se met, j'aurai ajouté des trucs. C'est toujours la même chose. Donc sinon, je fais aussi évidemment un petit peu de review de matériel, tout en essayant d'être plutôt sur, parce que bon, ouais, le plus important, c'est que j'ai créé une chaîne YouTube il y a déjà un bout de temps pour tout ça, et que j'essaie toujours de rester dans une approche globale, une approche réfléchie, le bon outil au bon endroit, sans simplement, tu sais, prendre les trucs et dire alors ça, c'est le truc qui est super parce qu'il est bien, et donc en Il plus est de bien ça, il parce y a qu'il est tel autre super. ça, donc forcément c'est bien. Bah, tu vois quoi. Donc voilà un petit peu l'idée. Je sais pas si tu vois autre chose à dire que j'aurais oublié, mais si je fais un résumé brutal. Ben, tu es peut-être à dire que tu es établi en Belgique, Oui, oui, je suis que tu donnes dans aussi le- des formations en France, dont certaines controversées. Ah ouais, oui, oui. Ça, je fais plus trop ça, mais de toute façon, tu sais, à une époque, même le T3C, c'était controversé parce que à cette époque-là, je te parle de ça il y a ne fût-ce que 3 4 ans, les fusillades, ça n'existait pas, hein. On Non. les a inventées tout récemment ici. Ouais. Bon, nous, tu vois, mettre le garrot à quelqu'un, c'était de la folie. Alors que
un, un, un confrère formateur, disons, qui fait ses formations à lui, que je connais comme ça, a publié hier sur Facebook qu'un de ses stagiaires a réussi à sauver la vie de sa femme en appliquant les cours. Donc, comme quoi, c'est des matières, tu vois, c'est toujours la même chose. Tant que les gens veulent faire l'autruche et ne veulent surtout pas voir que ça pourrait servir, bah, ils démontent le truc. Et puis, quand le moment arrive, bah, voilà. Il y a un Donc, oui, truc, c'est un genre de Belgique et en France. il y a un truc que je trouve très intéressant chez toi. Tu utilises peu, voire pas du tout, le mot survivaliste ou survivalisme. Tu as une autre façon de le décrire, puis j'aimerais ça que tu m'en parles. Ah, ouais. Je te remercie pour la question. Le truc, c'est que j'ai pas vraiment de terme en fait. J'ai pas encore trouvé de terme qui soit adéquat. Mais effectivement, le problème du terme survivalisme, c'est que déjà, comme beaucoup de choses, chacun en a sa définition. Il y en a des différentes qui sont très valides. Il y en a qui sont n'importe quoi. Et le problème, c'est que dans les n'importe quoi, il y en a qui sont très connus publiquement, donc tu te retrouves à être étiqueté comme le mec qui taille des bouts de bois dans la forêt, même si c'est une discipline à part entière et que ça peut servir, c'est pas nécessairement de ça qu'on parle. Donc, comment dire, moi je te comparerais un peu ça. Allez, si je devais mettre un terme sur tout ça, moi je te dirais plutôt que je fais de la gestion de risque, parce que en fait, il faut savoir que j'ai une formation dans une autre vie d'assurance, et donc la gestion de risque, c'est typiquement le cœur du truc, quoi. Oui. Donc, tu sais, c'est l'approche que tu connais, savoir qu'est-ce qu'il y a de petite, de moyenne ou de grande probabilité d'arriver, quel est le niveau de gravité de chacun de ces événements qui pourraient arriver, et ensuite consacrer les ressources finies que tu as à le mieux possible, mettre des rustines sur les différents... Enfin, pas sur les trous qui sont déjà là, mais préparer déjà tes ressources stratégiquement de manière à pouvoir faire face le moins mal possible aux choses qui arrivent. Maintenant, le problème, c'est que tu peux jamais tout prévoir. Donc voilà, je dirais que c'est probablement plus de la gestion de risque. Et alors, pour continuer là-dessus, c'est un peu comme les arts martiaux, en fait. Tu vois, tu parles d'arts martiaux à quelqu'un, il y a là des gens qui nous regardent, ils vont penser à des Chinois qui font des saltos. Puis il y en a d'autres qui vont penser à de la boxe, et il y en a encore d'autres qui vont penser à du karaté ou à du Chuck système ou Norris. n'importe quoi. Donc Chuck Norris. voilà, évidemment. Et Ou donc, Jean-Claude Van Damme pour les Belges. oui, 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 oui. Van Damme, c'est aussi un sujet particulier chez nous. Ben, Il y en a qui adorent, moins. c'est comme Céline Dion pour nous. Voilà. Ça, ce sera le sujet d'une vidéo ultérieure, ça. On fera un match Céline Dion, Van Damme. Oh, je pense que Céline Dion va gagner parce qu'elle va lui défoncer les tympans, puis il va tomber raide mort. Le cerveau grillé. C'est possible. Enfin voilà, pour répondre à ta question, je crois que c'est la même chose. Toi, j'aime pas particulièrement me retrouver coincé dans un tiroir et qu'on attende de moi que je fasse exactement ça, parce qu'en fait, de 6 mois en 6 mois, tu te retrouves parfois à faire complètement des trucs que tu n'avais pas nécessairement imaginé, parce que justement, toute la discipline, c'est de développer une meilleure capacité d'adaptation et donc de gérer avec le courant et avec le contexte, quoi. C'est d'être évolutif, finalement. Je veux dire, il y a des gens, ils vont regarder 2 ou 3 de mes vidéos, ils vont dire, ben, c'est pas du survivalisme, ça. Ils parlent de géopolitique, ils parlent d'Ukraine, ils parlent de bon, toutes sortes de trucs, de psychologie. Ben, c'est quoi le survivalisme? Ah, c'est un fire steel avec un couteau de poche, puis on part dans la forêt, puis on essaie de survivre. Ça, c'est pas ça du survivalisme. Ça, c'est de la survie. Il y a du bushcraft aussi, qui n'est pas du survivalisme, qui est une discipline en soi, qui est tout à fait honorable, mais c'est pas là-dessus que je vais me fier pour faire face à des problèmes ou à des difficultés. Si on a une crise économique majeure, je m'excuse, c'est pas le bushcraft qui va mettre du pain sur ma table. Il y aura vite plus de gibier. Hein. C'est. Et tout le monde fait ça. Écoute, j'ai tellement entendu de conneries là-dessus. Ça c'est. Il y en a chez nous qui sont aussi cons, mais j'en vois beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique. J'en parle souvent. La majorité des Européens
survivalistes. Pour eux, c'est le plan unique, c'est d'évacuer, d'aller vers la forêt et d'y vivre. Je reconnais que en Belgique ou en France, même dans le nord de la France, c'est possible de vivre dans la forêt quand on est seul ou une Oui, petite c'est ça, famille. parce qu'avec tes nouveau-nés, bonne chance. Ah, ben oui. Mais quand il y a 10 000 personnes qui ont l'idée d'aller dans la même forêt de 15 km², c'est plus une forêt. Là. En une semaine, tous les arbres sont abattus. Ils vont essayer de les brûler, ils ne seront pas capables. Parce que ça doit sécher du bois, les Ah arbres. oui, ouais, c'est ça, t'en as pour 2-3 ans. Sauf le boulot. Le boulot, on peut le brûler tout de suite. Mais les autres, ça doit être préparé. Mais les gens ne le réalisent pas. Et au Québec, il y en a qui ont cette vision-là d'aller dans la forêt s'il y a un pépin. Il faut savoir que la forêt ne produit pas au Québec comme elle peut produire en France ou en Belgique. Les animaux, il y en a, mais c'est pas la même densité parce que c'est pas le même rythme de croissance de nourriture. En France, sur la majorité du territoire, on peut cultiver presque à l'année. Au Québec, la saison fertile, c'est 4 mois. Déjà, à partant, là, c'est pas la même chose. Ça change. Et puis, les cerfs de Virginie, les orignaux, il n'y en a pas des tonnes, ça ne peut pas nourrir toute une population. Pardon? Les caribous! Les caribous, mais sont très au nord. Eux, ils ne sont pas trop inquiétés. Quoique, les Inuits et les Inuits qui vivent dans cette région-là, ils peuvent faire des ravages. Hein. J'ai entendu parler 30, 40 caribous tués par un chasseur dans la même journée. Ah ouais? Bon, eux, ils se font des réserves, ils en vendent un peu, même si théoriquement, ils n'ont pas le droit. Mais, je te parle du caribou parce que c'est comme Céline Dion, hein, c'est symbolique. Oui, oui. Pourtant, la majorité des Québécois n'en ont jamais vu. Pardon? La majorité des Québécois n'ont jamais vu un caribou. Les caribous, ils vivent très, très au nord. Mais il va en avoir un petit peu en Abitibi. Si tu replaces l'Abitibi, tu as le Québec, tu as la baie James, la baie du Thon. Ben, c'est juste en dessous de ça. Donc, c'est loin. Et puis, sinon, c'est Bécomo, Sept-Îles. C'est très, très, très loin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent là. Ah ouais. Non, les territoires du Nord, c'est vite vide hein, chez vous. Ah, écoute, il y a des routes, il y a quelques routes dans ces coins-là. Tu peux rouler 20 ou 30 km sans avoir une seule maison. Tout ce qui te fait voir que tu es dans la civilisation, c'est une route et un fil de transmission d'électricité et de téléphone, c'est tout. Ouais. Bon, mais ça, mais là, c'est plus vraiment du survivalisme, c'est d'autres choses. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, justement, ce qui me parle dans ton approche, et probablement parce qu'on a une approche similaire, c'est que justement, toi, tu débarques pas juste bonjour, voici mes 3 méthodes pour faire du feu que j'ai tous les jours avec moi, mais plutôt qu'est-ce qui fait que, et hop, c'est beaucoup plus global et ça permet d'observer les choses de plus loin, de mieux tenir compte des grandes tendances qui peuvent venir intervenir. Donc voilà. Oui, mais quand on regarde ce qui se passe vraiment, c'est le facteur humain qui va affecter prioritairement tout le monde. Une inondation, ça arrive. Une inondation majeure, il y en a de temps à autre. Bon, ça, c'est des catastrophes naturelles. Il faut être capable d'y faire face. Mais somme toute, c'est rare. Des pertes d'emploi, on en voit quotidiennement partout. Des entreprises qui ferment, qui déménagent. Le tissu socio-économique qui se détériore ou des fois qui s'améliore. Ça aussi, c'est un facteur. Ouais. Il faut en tenir compte parce que ça affecte nos vies infiniment plus que l'inondation. Si l'inondation touche une région, je ne sais pas moi, productrice de bois ou d'aliments, c'est triste pour les gens qui vivent là, mais ça n'affecte pas l'ensemble parce qu'il y a d'autres sources d'approvisionnement. On va quand même avoir notre bois d'œuvre qui va être dans notre magasin de rénovation. On va avoir notre nourriture qui va être dans le supermarché. S'il n'y a plus moyen d'avoir des patates qui venaient de cette région-là, on va en avoir d'ailleurs. Peut-être avoir un petit délai, mais il va en avoir quand même.
c'est comme la crise du verglas qu'on a connue en 98. C'était réellement catastrophique. 1,5 million de personnes qui étaient privées d'électricité. Quand on sait que la majorité des foyers québécois se chauffent à l'électricité, ça aurait pu être très, très dévastateur. Et on a vu tout le Québec qui s'est mobilisé, des gens qui envoyaient des chargements de bois à chauffer, de l'essence, des vivres, des bougies. Bon, ceux qui vivaient dedans étaient dans une situation pas très enviable, mais il y avait des ressources de tout le monde autour. Ouais, c'est ça qui est chouette hein, quand ça bouge. Oui, mais en même temps, quand c'est, disons, tout un pays qui est affecté, tout un continent qui est affecté, là, c'était une crise météorologique qui a eu des conséquences dramatiques à cause du développement technologique qu'on a. Ça se serait produit il y a 150 ans que il n'y a personne qui en aurait parlé parce que ça n'aurait pas affecté les gens. Il n'y avait pas d'électricité il y a 150 ans, ou si peu, ça commençait. Là. Mais pour le reste, c'est notre fragilité technologique et notre dépendance, notre énorme dépendance à la technologie qui fait que les risques sont accrus. Et la tu sais, on a tous les deux fait de l'informatique. Oui. C'est la différence entre le langage de haut niveau et le langage de bas niveau. Oui. Le langage de haut niveau repose sur tellement de trucs qu'il y a de bonnes chances que ça déconne à un moment et que tu ne saches pas d'où c'est venu. Et ici, c'est un peu notre situation, c'est que tu te retrouves à dépendre de tellement de paramètres qui sont tellement dispersés que ça devient comme prévoir la météo, en fait. Hein. Ça devient très, très difficile. Et la technologie, devinez quoi, les amis? C'est une activité humaine. Ça n'existe pas à l'état naturel, la technologie. L'électricité, par exemple. L'électricité, il y en a dans la nature. Les éclairs, il y a la statique, il y a la différence de tension entre, disons, les arbres et le sol. Théoriquement, on pourrait produire de l'électricité avec ça. Mais, ou les expériences de Tesla avec la différence de tension et de potentiel entre l'air et le sol. Bon, il y a toutes sortes de trucs naturels qui ont été découverts et surtout exploités par l'être humain. Si ça flanche, ben là, c'est l'aventure humaine qui est carrément menacée, du moins dans les pays technologiquement développés. Oui, parce que les mecs qui ont l'habitude de marcher va-banque pour aller trouver de l'eau propre, ils ne sont pas particulièrement dérangés. Hein. Non, ben, c'est ça le truc, ils sont restés à un degré de développement technologique qui est relativement faible, et du coup, ils sont beaucoup mieux adaptés à des conditions difficiles. Maintenant, c'est toujours la même chose. Nous, on peut faire plus parce qu'on a des multiplicateurs de force de toutes sortes avec le pétrole, la mécanique, l'électronique. Bon. Mais si ça tombe, on va pouvoir faire moins que les gens qui n'ont pas tout ça. Parce qu'eux vivent dedans. C'est bon, les Bushmen en Afrique, s'il y a une impulsion électromagnétique qui détruit toute l'informatique, ils vont dire bon. En fait, ils ne s'en rendront même pas compte. Oui, ils ne s'en rendront pas compte. C'est ça. Par contre, il y a d'autres personnes comme les Autochtones au Québec ou dans le reste du Canada ou en Amérique du Nord. La majorité d'entre eux seraient maintenant incapables de pouvoir vivre comme leurs ancêtres le faisaient. Parce que, bon, ils ont été en contact avec la technologie des Blancs, qui, il faut le dire, qui est agréable. Regarde, on peut se parler, on est à 5000 km de distance. Et on est en direct. Oui, ben oui. C'était même pas concevable quand j'avais 10 ans. Mais quand j'avais 10 ans, il y a beaucoup de trucs qui auraient résisté à des difficultés ou à des problèmes, alors qu'aujourd'hui, plus on est sophistiqué, plus on devient fragile. Toujours la même chose, ça c'est clair. Pour ça que le rustique, c'est bien d'en garder en stock. Ouais. À différents niveaux, même en termes d'organisation, à beaucoup, beaucoup de degrés, c'est un truc à garder à l'esprit. Ça. Ben, écoute, c'est la base. Moi, quand j'ai commencé à m'équiper sérieusement, j'ai réfléchi à tout ça. J'avais des choix technologiques qui pouvaient être très poussés ou très peu poussés. Ben, je suis allé pour la fonte, par exemple, pour mes équipements de cuisine. Je cuisine dans la fonte encore aujourd'hui. Alors qu'on a des poêles anti-adhésives et tout de trucs hyper performants. Mais mes poêlons en fonte, mes casseroles en fonte,
Ma marmite, je vais pouvoir les léguer à mes petits-enfants. Ce qui ne Ouais. sera pas le cas des trucs hyper performants qui durent 5 ans. Les trucs anti-adhésifs, là, après 5 ans, c'est fini, faut le jeter et remplacer. Même chose, j'en ai parlé quand j'ai fait ma vidéo sur l'électricité. J'ai un truc que j'ai acheté qui permet de convertir la tension. Tu as une tension entrante et une tension sortante. Ouais, ouais. Disons de 17 volts, je veux abaisser ça à 8 volts pour utiliser dans quelque chose. J'avais le choix entre acheter un truc entièrement électronique ou acheter un truc entièrement analogique. Ben, j'ai pris l'analogique parce que il est moins précis, on est d'accord, mais ça va durer. En termes de réparation, ça reste plus accessible aussi, parce que le jour où tu dois t'attaquer à les souder tes SMD toi-même dans de l'électronique, déjà il faut les trouver à ce moment-là, et ensuite c'est des trucs, enfin bon. Mais moi, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai travaillé en informatique, puis j'étais dans une boîte qui faisait du développement. Ça arrivait souvent qu'on recevait des chips expérimentales, puis là, il fallait aller souder un fil qui était plus fin qu'un cheveu avec les grosses loupes Ouais. sur une des pattes d'un processeur et sur une autre patte pour vérifier ce qui passait avec un oscilloscope. Ça arrivait qu'on faisait toaster qu'on faisait brûler les processeurs. Mais c'est fini après ça, là. Il n'y a plus rien à faire. On ne peut pas le remplacer. Si ta veste et tes cheveux ont un peu trop frotté et que tu te retrouves avec un petit coup d'électricité statique, ça peut être suffisant aussi. Enfin, c'est catastrophique. Maintenant, c'est toujours la même chose. Hein. C'est bon. Pour te lancer sur un sujet que tu aimeras sûrement bien, c'est l'éternel débat de la Kalachnikov face aux autres armes à feu. C'est que la Kalachnikov, elle va tirer plus ou moins dans la direction où tu la pointes. Il ne faut pas lui demander plus. Mais par contre, elle peut plonger dans la boue, ressortir Ouais. et faire toujours aussi bien qu'avant, quoi. Alors que quand tu te retrouves avec l'équivalent d'un avion de chasse en arme à feu super précis, super nickel, avec un canon super ajusté, aucun jeu nulle part, que ça touche juste là où ça doit, mais que ça ne supporte pas le grain de sable. Voilà. Ben, bon, je pourrais pas parler d'expérience avec la Kalachnikov, mais je peux parler de la SKS. C'est un peu en partie son ancêtre, en tout cas dans le mécanisme. Et puis, je peux la battre, cette arme-là. Je peux la frapper, je peux l'acheter dans la boue, la rouler dans le sable, puis elle va tirer parce que juste quand on joue avec la culasse, là, ça branle, ça bouge. Il y a du jeu. J'ai tiré, tu vas être fier, fierté nationale, j'ai tiré de la FN. La FN FAL. Et Ben, si j'avais le choix, ce serait mon arme de prédilection. au fan. La FN FAL. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, j'ai tiré de ça dans l'armée, j'ai pas le droit d'avoir ça comme civil. On est trop comparatif. Les criminels, oui, ça va, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, mais. Oui, mais ça, c'est partout, ça. Ça, Ouais. c'est partout. C'est la loi partout, ça. Non, pas aux États-Unis, pas partout aux États-Unis, pas partout, pas en Belgique, pas en Suisse, par exemple. En Belgique, oui, mais Oui, en non, Suisse. ouais, non, ça, effectivement. Par contre, chez nous, tu vois, si tu veux tirer légalement, tu peux déjà te lever tôt et attendre longtemps. Hein. Mais tu pourras le faire, hein, mais ça va te demander quand même un paquet de démarches, de chipoteries, te présenter au garde à vous au stand de tir et tout et tout. Enfin, je rigole, mais il faut aller au stand de tir hyper régulièrement. Chez nous, par exemple, truc tout simple, il est interdit de tirer là où c'est pas prévu et autorisé de tirer. C'est-à-dire que chez vous, vous pouvez tirer dans un pit, un truc comme ça. Oui, oui. Chez nous, c'est rien nulle part, sauf dans une installation type stand de tir. Tu aurais même un terrain à toi qui est une ancienne carrière et tu voudrais tirer là, théoriquement, tu peux pas. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que les armes sont tellement difficiles à avoir chez nous que les mecs qui ne devraient pas en avoir arrivent quand même à en avoir. Alors, comment ça se fait? Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ben, écoute, c'est comme dans les cités autour, dans la région parisienne ou dans d'autres villes françaises. On sait qu'il y a beaucoup d'armes. J'avais vu un chiffre, quelque chose comme 4 millions d'armes. Ouais. 4 millions d'armes illégalement détenues par les gens dans les cités. Ben, c'est des trucs, généralement, c'est de l'AK en fait. Hein. Ouais. Et le mieux de tout, c'est que tu ne sais même pas ce que c'est comme une qu'il y a dedans.
tu peux tomber sur de la perforante, tu peux tomber sur plein de trucs, quoi, hein. C'est impressionnant. Mais ouais, c'est de nouveau un autre problème. On est en train de dériver, j'ai l'impression. C'est pas grave, on parle Ça amicalement. Là. C'est des sujets qui touchent quand même les questions qui nous intéressent et qui intéressent les gens parce que, disons, on parle des armes dans les cités, ben, on parle aussi de. On n'en parle pas, mais on l'a en arrière de la tête, des Ouais, c'est possibilités de guerre civile ou d'agitation civile. Que ce soit une guerre civile ou de l'agitation civile en France et peut-être en Belgique, parce que dans certains quartiers, dans les villes, Ah ben, beaucoup écoute, de même ici dans communautés. le coin de Liège, ceux qui connaissent savent qu'il y a des endroits où il faut pas aller, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Où les commissariats cramaient, où au Nouvel An ils tirent des feux d'artifice sur le poste de police, quoi. Tu vois, mais c'est bon, c'est festif. Voilà, c'est traditionnel. Et pourtant, les policiers belges n'ont pas une réputation d'être des rigolos. Hein. Ah non, 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 pas du tout. Ils sont... Le problème du policier belge, à mon avis, à moi, c'est surtout une question de moyens. Et principalement de moyens politiques, on va dire. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un contexte où c'est pas toujours facile de faire le boulot, quoi. Maintenant, on leur demande à certains de faire le travail d'assistante sociale pour aller, tu sais, comme chez nous. empêcher les pauvres jeunes de foutre le bordel, alors que ils ont besoin surtout de discipline, en fait, hein, les jeunes en question. Donc le problème, il est là, parce que moi, j'en connais quand même pas mal des policiers. Les mecs, ils demandent pas mieux que de faire leur boulot, hein, et ils le font bien, ils le font du mieux qu'ils peuvent. Ça aussi, c'est un peu le sujet de la vidéo d'hier. Enfin bon, voilà. Faut pas trop me relancer là-dessus, sinon ça va encore chauffer. Mais sérieusement, voilà, les mecs, ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour faire respecter l'ordre, mais les, les règles changent, en fait, et ils n'ont pas la possibilité de faire ce qu'ils veulent, quoi. Donc pour te donner un autre exemple pas que je sache chez nous, mais en Allemagne, la police avait reçu des consignes de ne pas arrêter les migrants, sauf s'ils commettaient des actes qui étaient passibles de prison. Donc en dessous de ça, voilà. C'est Donc dans l'immunité. ces conditions-là, tu peux toujours essayer de faire ton boulot, quoi. Et si c'était un Allemand qui avait l'air d'un Allemand de souche, lui, c'était pas les mêmes règles. Hein. Lui, il Ah était non, sanctionné beaucoup plus rapidement. Ben, non, non. il y a eu d'ailleurs des directives qui ont été données à la police allemande de ne pas rapporter les crimes qui étaient constatés, même s'il y avait eu des arrestations et des accusations. Ça a été la même chose en Suède, d'ailleurs. J'ai vu plusieurs articles et plusieurs informations de différentes sources qui, justement, indiquaient que la police suédoise s'arrangeait pour ne pas faire mal paraître les immigrants. Ouais. Mais ça, c'est... Quand on prend un peu de recul, on est obligé de décrire les choses comme ça. Une institution d'un pays ment à sa population traditionnellement établie là pour protéger une population de très, très, très récente souche, si on peut même parler de souche. Oui, Mais qu'est-ce que mais ça même veut sans dire? parler de touche, le problème, avant même de parler, parce que c'est là que ça commence à glisser, tu sais, avant même de parler de culture, de religion, d'origine ou de quoi que ce soit, c'est simplement un problème d'intégration. C'est que le fait est que on a des gens qui sont des abonnés à l'absence de respect des lois, et qui sont quelque part protégés face à d'autres qui sont, eux, bien habitués à avoir une certaine discipline et qui eux, ne sont pas du tout, du tout, du tout favorisés dans le processus, quoi. Donc, c'est de la folie. C'est comme si tu étais dans une école et que tu disais, bon, à partir de maintenant,
le petit là qui tabasse tout le monde, vous vous excusez quand il vous tabasse parce que il n'a pas facile et donc c'est normal, c'est normal. Et mais vous, si vous vous défendez, vous serez puni parce que vous êtes capable de ne pas le faire. C'est clair que ça ne, enfin, tu vois ce que Puis je veux là, dire. c'est là que ça rejoint la notion de survivalisme ou de prévoyance ou peu importe le nom qu'on lui donne. C'est que des populations, dans le cas de la Suède, les Suédois de souche, dans le cas de l'Allemagne, les Allemands de souche, de longue souche, de longue date, euh, qui fonctionnent avec des critères et des barèmes où il y a un certain respect des lois, un certain respect de la cohésion sociale. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Il y a une pression des pairs qui agit. Va en Allemagne et jette tes papiers par terre. Écoute, j'étais là-bas il n'y a pas longtemps pour un salon, justement. J'étais à Liwa, donc à Nuremberg. On a été surpris, avec Yann, on était surpris parce que, enfin, tu arrives là, le soir, tu sais, tu as les piétonniers avec les cyclistes qui circulent, mais tu aurais peur de jeter ton mégot de cigarette par terre parce que même pas que tu as peur de te faire ramasser par un policier, simplement il fait tellement propre que tu te dis, bon, où est-ce qu'il y a, tu vois, où est-ce qu'il y a une poubelle, quoi. Les gens te disent bonjour, l'ambiance est calme, tu n'as pas de bordel. Alors, voilà, c'est toujours la même chose. Après, tu sais, sans dire oh, la population locale est parfaite, ils ne font jamais rien, tout va bien. Non, c'est C'est pas ça toujours qu'on une dit non question de plus. statistiques. À un moment, quand tu te rends compte que un groupe, quel qu'il soit, a des habitudes qui sont 5, 10 fois plus fréquentes qu'un autre, bah, tu te dis, oui, peut-être un lien, quoi. Puis ça soulève la question de la préparation des citoyens à une détérioration du tissu social. Oui, Peu oui. importe qu'on considère que les migrants sont des pauvres incompris ou qu'au contraire que c'est de la pire racaille, on n'est pas dans ce discours-là. On est dans le discours où il y a des comportements qui sont inhabituels à une population et cette population-là doit y faire face. Soit Oui, les la question, c'est subir toujours ou soit l'impact. y répondre. C'est la question d'adaptabilité à des situations. C'est ça dont on parlait tout à l'heure. Oui, Et, et voilà, et le problème, c'est que la plupart des gens sont tellement habitués à fonctionner en mode zombie que, tu sais, c'est le mec qui se cogne contre le mur encore et encore et encore et encore, quoi. T'as des gens qui, face à des situations anormales, se disent bon, ça va passer, quelqu'un va faire quelque chose. À la limite, sont même en colère parce que personne ne fait rien. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la première personne qui ne fait rien, c'est eux-mêmes. Donc, à un moment, c'est ça qui est difficile, je pense, pour les gens, c'est que sans être, tu sais, enfin, en toute humilité, parce que je suis pas surhomme et on fait en fonction de nos moyens, quoi. Hein. Mais à un moment, il faut être un petit peu responsable, quoi. Tu peux pas juste laisser aller tout et n'importe quoi, n'importe comment. Euh, et puis, tu sais, on a des enfants tous les deux. oui. Ça nous amène à se poser quand même de sérieuses questions sur qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, comment est-ce que ce sera, quoi. Et donc, tous les gens bon, à moins que ce soit tu sais, des épicuriens qui vivent au jour le jour et qui s'en foutent, tous les gens qui ont quoi que ce soit qui les amène à penser à l'avenir, ben, il serait temps d'y penser très sérieusement à l'avenir, à court terme, moyen terme et long terme. Parce que beaucoup de choses nous arrivent dessus et Oui. beaucoup de choses peuvent encore nous arriver dessus. Ben, ça commence seulement. Les gens, je ne sais pas trop comment ça fonctionne en Belgique au niveau des pensions de retraite et tout ça, mais Mal. bon, Mal, c'est c'est de la comme ici. distribution. Donc, tu as des pays où on capitalise, tu sais, chacun a sa pension à lui qui est réservée quelque part. Nous, on est dans un système de redistribution. Donc, en gros, on distribue le pognon tant qu'il rentre. Si un jour la pyramide des âges continue à s'inverser comme elle le fait, ou simplement que les personnes qui sont censées travailler pour payer les pensions des vieux ne travaillent pas,
parce qu'il y a une hypothèse selon laquelle si on fait venir plein de gens, ils vont payer nos pensions. Bon, faudra qu'ils bossent pour ça. Oui. Faudrait déjà qu'ils parlent la langue pour ça. Faudrait déjà qu'ils sachent écrire. Et quand ils bossent, il faudrait qu'ils paient des Mais impôts. ce qui est clair, c'est que la logique de la pension, c'est un truc sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser. Parce que même, je te parle de ça, j'ai plus touché à de l'assurance depuis bien 3 ans, 3-4 ans. Même déjà à ce moment-là, j'avais des gens qui arrivaient qui me disaient, bon, j'ai des gens qui étaient d'un certain niveau professionnel qui disaient, j'ai une épargne, des belles épargnes, hein, constituées pour ma pension, qu'est-ce que je pourrais faire pour empêcher une éventuelle potentielle peut-être saisie du gouvernement d'une partie si jamais un jour il fallait. Et donc le problème, franchement, même étant du secteur, à l'heure où je te parle, si je me pose la question, je me dis, bon, la pension légale, tu peux l'oublier. Enfin, tu l'auras si tu as de la chance, mais voilà, ils sont déjà en train de serrer la vis. La pension complémentaire que tu te constitues toi-même, ben, oui, il faut en constituer une, mais la question principale qui se pose, c'est de savoir sous quelle forme. Parce que si tu te fies à un contrat d'épargne standard ou à une banque, je sais que j'ai d'anciens collègues qui ne seraient pas contents de m'entendre dire ça, mais moi, je n'ai pas vraiment la certitude que ça ne sera jamais touché par personne. Il y a des pays d'Europe, je sais plus où c'est. Ça, il faudrait retrouver. C'est un pays de l'Est. Je n'ai plus avec certitude le nom. On a dit aux gens, vous avez une épargne extra-légale? Oui, bon. Donc, à partir de maintenant, comme vous avez l'âge de la pension, vous faites un choix. Soit vous gardez votre épargne extra-légale, mais on la taxe à 90%. Donc, tu gardes 10% de ton épargne, si tu as vraiment beaucoup, beaucoup. Soit tu y renonces, mais tu as la pension légale qui est de... Tu vois. Donc la question, voilà un bel exemple de réflexion. Qu'est-ce que tu fais? Tu stockes des billets dans ton matelas, mais bon, peut-être que demain, ça n'a plus de valeur, hein, si on va dans les extrêmes. Les pièces d'or dans un coffre, il vaut mieux pas que ça se sache. Non. Hein, après, tu as, tu sais, les gens qui se disent « Ah, mais moi, je stocke des montres de luxe et des objets d'art, mais l'art, par exemple, actuellement, n'a pas une très grande liquidité, donc tu te retrouverais avec, tu sais, de la cristallerie de très grande qualité. Le jour où tu as vraiment besoin de pognon et qu'on te dit bah c'est super, tu peux boire dedans, mais nous on peut rien en faire, bah, et voilà quoi. Donc il y a énormément de, en fait il n'y a pas vraiment de bonne solution actuellement. Hein. Ou alors tu investis dans les munitions si légalement tu as le droit, Oui. Mais quoi? Ben, il y a des trucs qui ont traversé le temps. Les métaux précieux, c'en est, mais encore là, il faut voir la disponibilité des métaux, la disponibilité des biens à acheter. Et si c'est l'immense pénurie, même si on a de l'or dans les mains, ça n'achètera pas grand-chose s'il n'y a pas rien sur le marché. Si c'est une question de pouvoir manger, tout simplement, l'or ne vaudra pas grand-chose. Ouais, ouais. Ben, le problème c'est qu'à un certain niveau, comme tu dis, l'or ne se mange pas. Non. Mais pourtant, il faut en avoir. Parce que, bon, les situations, ça n'arrivera pas une situation où il n'y aura rien à manger pendant 20 ans. Parce que ça veut dire la fin de la population qui vit dans cet endroit-là. Peut-être que ça s'est déjà vu dans le passé. Je n'en ai pas connaissance. À part peut-être l'île de Pâques. Mais il y a tellement de mystères autour de ça que il y a surtout des hypothèses et peu de certitudes. Mais pour le reste, il va y avoir des périodes. Moi, j'ai étudié l'histoire. J'ai vu l'histoire en Europe au niveau des pénuries, au niveau des épidémies qui entraînaient des disettes, qui entraînaient parce qu'il n'y avait plus de gens pour travailler la terre, tout ça. Mais ça ne dure pas. Ce qui dure dans le temps, c'est l'or et l'argent qui peuvent toujours acheter quelque chose. Pas pendant les périodes d'immenses pénuries, mais après, oui. C'est pour ça qu'il te faut aussi du pratique. Mais tu vois, le problème des gens, en fait, j'ai eu certaines personnes qui se reconnaîtront, qui sont venues en consultance chez moi pour certains de ces sujets-là. On a trouvé des solutions parce que chacun ayant des compétences différentes, tu vois, t'en as qui vont se fier plus ou moins
différentes de leurs compétences. Et le problème principal des gens, c'est que a priori, ils voudraient que tu leur dises alors, tu prends tout ton argent et tu le mets tout dans des pièces d'or, ou alors tout dans des briques, ou alors tout quelque part. Et le problème, c'est que justement, on est dans de la gestion de risque. Et donc, pour ceux qui sont toujours là depuis le début, parce qu'on ça fait déjà un moment, l'idée, c'est justement la gestion de risque, c'est pas de prendre toutes tes ressources et de dire tapis. L'idée, c'est de prendre tes ressources et de faire des petits paquets, là où c'est le plus utile, un peu plus gros, là où c'est un peu moins utile, moins probable, un peu plus petit. Et donc voilà. Et donc, avec une personne en particulier à laquelle je pense, on avait fait un plan, parce qu'il avait un peu d'argent à investir, de quels sont les trucs, les ressources, les objets qui sont généralement en pénurie rapidement, ou qui sont en demande en temps de crise ou en temps de guerre. Parce que le gars, en fait, c'est un mordu de commerce, en fait. C'est un gars qui est un commercial né, tu vois. Donc on avait discuté avec lui de justement, on avait commencé à mettre ça en place. Après, il a continué, il a fait ça très bien. Mais c'était de savoir un peu, bon, bah, sur quelles ressources est-ce qu'il faudrait compter si tu fais, tu sais, d'abord un top 10, et puis peut-être un top 50, et puis un top 100 des trucs les plus utiles, quoi. Et c'est toujours la même chose. Au bout d'un moment, tu te retrouves avec certaines ressources qui ont une utilité immédiate. Par exemple, tu te retrouves en temps de guerre, en temps de crise sévère, si tu as une réserve de bibines et de cigarettes, ça va toujours très bien marcher pour toi. Oui. Et puis, tu as des trucs qui sont un petit peu plus sur du long terme. Tu peux avoir certains types de médicaments. Par exemple, un truc qui peut avoir énormément de valeur dans des circonstances à moyen voire long terme, c'est, pour peu que ce soit de nouveau légal pour vous de vous en procurer, c'est d'avoir des réserves de contraceptifs, par exemple. Parce que c'est pas exactement le moment pour tomber enceinte si vous êtes une femme. D'ailleurs, si vous êtes un homme non plus, mais c'est plus difficile. Et Ah, donc, de nos jours, de nos jours. on ne rentre pas dans ça aujourd'hui parce que sinon on ne finira jamais. Mais voilà. Donc l'idée là, c'est juste deux petits exemples comme ça, mais c'est clair que d'avoir comme ça un plan qui va couvrir un maximum d'angles. Bon, c'est chiant parce que après il faut combiner ça encore avec autre chose. Et si ça ne se passe rien, qu'est-ce que ce stock va valoir? Oui. Donc voilà, c'est toujours la même chose. C'est pas évident de gérer tout ça. Mais il y a un Donc, aspect j'hésite à dire richesse, mais je vais le dire quand même, il y a un aspect de la richesse qui n'est jamais discuté, valorisé, c'est la famille. Si on se reporte à c'est pas un plus loin énorme réseau que de soutien. Hein. ouais, 150 ans en arrière de nous, il n'y avait pas de pension, il n'y avait pas de foyer pour personnes âgées, il n'y avait pas d'hospice, il n'y avait rien. C'était la famille, la famille active, le père et la mère de famille avec leurs enfants, qui recueillaient leurs propres parents à eux. Et puis Ouais. ça se faisait tout naturellement, il n'y avait pas de questions. C'était dans l'ordre des choses. Les vieux qui se faisaient recueillir par leurs enfants leur donnaient tout ce qu'ils avaient. Les enfants en prenaient soin jusqu'à leur mort. Il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas de combien ça coûte, combien ça me rapporte. C'était un devoir. Ce qui Ouais. permettait aux gens de travailler toute leur vie, d'essayer d'en accumuler pour en léguer. Parce que c'était important à Ouais. l'époque. Et ça améliore les liens, clairement. Oui, Parce que écoute, je parlais de ça ce matin avec quelqu'un. Justement, je faisais le rapport justement en disant, enfin, je parlais des enfants et de la façon de s'occuper des enfants, et je disais, mais attends, tu veux une pension, on cotise. Donc, l'idée ici, c'est la même chose. Tu veux que tes enfants, justement, soient soutiens pour toi, mobilise tes ressources pour leur faire une vie qui soit la meilleure possible, et ça viendra naturellement. Et le problème, c'est que c'est un truc qui a tendance à être de plus en plus dénigré et détruit dans nos sociétés. Enfin, ben l'exemple ne vient. L'exemple vertueux ne vient plus de haut. Ce que je veux dire, c'est je vois beaucoup de baby boomers autour de moi. Ils ont eux-mêmes très souvent hérité de leurs parents parce que, bon, après la guerre, il y a eu une période de prospérité incroyable. Le niveau de vie au Québec a été probablement en Occident celui qui s'est amélioré le plus.
en l'espace de 20 ou 30 ans. Ces gens-là ont hérité de leurs parents. Ils sont arrivés à l'âge de la retraite. Eh bien, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des jouisseurs compulsifs qui vont dilapider ce qu'ils ont reçu de leurs propres parents, plus ce qu'ils ont réussi à cotiser dans leur plan de retraite à l'aide de déductions fiscales qui vont être payées par leurs petits-enfants. Le manque à gagner, il doit être payé par quelqu'un. Hein? Ouais, C'est soit en dette ou soit en impôt supplémentaire. Alors, ils sont en train de dilapider à faire une vie de plaisir ininterrompu jusqu'à ce qu'ils arrivent au point où ils n'ont plus d'argent ou au point où ils sont rendus trop malades. Et puis là, ils commencent à coûter encore plus au système qui doit payer des fortunes pour les maintenir en vie pendant que leurs petits-enfants triment dur, travaillent et paient des impôts. Et ils ne laisseront rien. Ils ne laisseront rien. Au plus grand bonheur des compagnies d'assurance et des compagnies financières, finalement, qui, elles, gèrent cet argent-là et qui finissent par le récupérer. Tu sais que, justement, ça nous vient du Canada. Il y a des fonds dans lesquels tu peux investir qui spéculent sur l'assurance décès des gens, en fait. Ouais. Donc, basiquement, une compagnie, toi, tu es assuré, par exemple, pour 100 000 euros. Et une compagnie va venir te dire, bon, voilà, donc moi, je vais te racheter ton contrat de 100 000 euros. Mais alors, faut pas déconner, parce que moi, je prends un risque. Allez, je t'en donne 70 000. Tiens, tu prends pas, tu prends pas, Et puis là, bon, tu prends, et alors le compteur commence. Et ils espèrent que tu vas claquer suffisamment vite pour récupérer leur pognon, quoi. Il y a un autre truc qui existe chez nous et aux États-Unis, peut-être que. Peut-être pas chez vous. Ça s'appelle l'hypothèque inversée. C'est comme la quenelle inversée. Mais non, mais sérieusement, l'hypothèque inversée. Ça me dirait, ça, l'hypothèque inversée, mais vas-y. C'est, disons que ta maison vaut 200 000 Ouais. Cette entreprise-là va te consentir un prêt de 100 000 disons à peu près la moitié de la valeur de ta maison. Et c'est un prêt à intérêt. Et chaque année, ça va gruger une partie de la valeur de ta maison et ça va augmenter ton hypothèque. Tu commences avec une maison qui est complètement libre d'hypothèque. Tu l'as payée. Nous, on n'a pas d'hypothèque 99 ans. Ici, c'est 25-30 ans maximum. Donc, tu as passé ta vie, tu as payé ta maison, tu es arrivé à la retraite. On t'approche pour t'offrir 100 000 à dépenser comme tu veux, à plaisir. Alors, là, ça va gréver ta maison de 100 000 d'hypothèque. Et l'intérêt de ce 100 000 disons qu'il est à 6 par année, bien, l'année suivante, tu dois 106 000. Et après ça, c'est 6 de 106 000 d'année en année. Ce qui fait que la valeur totale de ta maison finit par être grévée. Et tu laisses rien à tes enfants. Ouais. Pour faire une vie de plaisir. Mais quand tu vas avoir des problèmes, qui tu vas aller voir? Tes enfants. Tu vas avoir perdu ton permis de conduire parce que tes yeux sont plus assez bons. Ça va être tes enfants qui vont aller te reconduire à tes activités de l'âge d'or, à tes parties de bridge, à tes rendez-vous médicaux. Mais tu ne leur laisseras rien parce que tu as voulu jouir. Ah, le problème, c'est que c'est une génération qui a grandi dans la pure et peut-être l'époque la plus intense de croyance, de croissance infinie, de toute l'histoire humaine. Donc, ils n'ont aucune idée de ce que ça va être après. Et ce qu'il y a de génial, c'est quand tu te retrouves, bon, moi j'ai 30 ans, tu te retrouves à ramer concrètement, et que tu as des mecs, des rentiers, tu sais, 60, 70 ans qui viennent t'apprendre la vie, quoi. Alors que, putain, les gars, si j'avais vécu à votre époque, hein, ça aurait été une autre ambiance. Mais ça passe pas. C'est une info qui ne passe pas. C'est que t'as des gars comme ça qui s'imaginent qu'il suffit d'eux, mais on n'est plus à cette époque-là, quoi. Non. Tu sais, maintenant, simplement une différence. Avant, tu pouvais dire à ton patron qui te disait « Viens travailler demain ». « Oh non, 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 je viens pas demain parce que moi, je voulais prendre congé. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et puis, voilà. Hein. Maintenant, tu dis ça, il y a 5 mecs derrière toi qui attendent pour avoir ta place. Ouais. Bon, ceci dit, moi, je m'en fous, je suis indépendant. Mais indépendant, t'as d'autres problèmes. Hein. Ben oui.
Mais, mais l'idée, elle est là. C'est que maintenant, le marché, il est violent, quoi. Et c'est plus, tu sais, te dire, t'empruntes aujourd'hui, de toute façon, t'es sûr que dans 20 ans, tu gagneras plus. Parce que l'époque de nos parents, de nos grands-parents, ça marchait comme ça. Tu étais certain que dans 10 ans ou dans 20 ans, ton train de vie était forcément meilleur. Tu n'avais même pas nécessairement besoin de vraiment te donner beaucoup de mal. Il suffisait de Par la force des bosser choses. et d'avancer. Ben, c'est ce que disait Martin Prescott en parlant des propriétés. On a connu 70 ans de croissance de la valeur des propriétés, 70 ans à peu près ininterrompus. Et à cause de ça, les gens pensent que ça va continuer encore 70 ans. Non, une croissance infinie est impossible dans un monde fini. Et puis là, on arrive à la fin du fini. Ben, les maisons vont finir par perdre de la valeur. Vont commencer par arrêter de prendre de la valeur, puis finalement vont perdre de la valeur. Mais ça, on le voit dans le milieu immobilier, mais on le voit dans tous les milieux. Et puis, nous, survivalistes, ben, moi, survivaliste, toi, tu ne te qualifies pas exactement de survivaliste. Ne t'inquiète pas. Non, mais on sait qu'on est dans la même lignée. Hein. Mais nous, survivalistes, on dit attention, ce n'est pas possible de continuer et il faut se préparer à ces trucs-là. Ben, on est vu comme des illuminés. Mais tu oublies un truc important. C'est que quelque part, ils sont en train de développer le moteur Warp, qui d'ailleurs fonctionne à l'eau, et qui va permettre d'aller investir les 150 planètes habitables les plus proches d'ici. Ce que je suis con. Hein. J'y avais pas pensé. Ah, merci de l'avoir rappelé. Bon, je vais arrêter mon survivalisme tout de suite. On va être sauvés par le Warp. Alors, ils vont nous donner chacun une tonne d'or. On va être riche. Tout le monde va avoir une tonne d'or. Avec une tonne d'or. Le problème, c'est que le cours va diminuer. Ah, ben ça. C'est comme je disais, si tout le monde était millionnaire, le Big Mac, il coûterait 5 000 C'est ça. Enfin. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà longtemps qu'on se parle. Oui, on a déjà fait une belle. Oui. Heureusement, je pense qu'on n'aura rien à couper au montage. Ouais, non, je crois que... On n'a pas dit d'atrocité. Non, c'est comme je parlais par Skype avec Pierrot hier, tu vas voir la vidéo. Pierrot a dit des atrocités. Je ne les couperai pas au montage là, parce que c'est Pierrot. Les gens savent à quoi s'attendre. Mais il reste quand même qu'on n'a rien dit qui tombe sous le coup de la loi. Non. Toi, tu n'as rien dit. Moi, a priori, non. Mais enfin, à moins que les lois ne changent d'ici demain, ce qui est possible. Hein. Ouais. Ben, de toute façon, moi, j'en ai dit des trucs qui peut-être pourraient tomber sous le coup de la loi. Mais c'est si j'étais en Belgique. Ici, on est libre. Non, un peu plus libre. Un peu plus libre. Et ouais. Enfin. Ben, écoute, ça m'a fait un énorme plaisir de te reparler. Moi aussi, on en avait parlé il y a déjà un bout de temps, et puis tu sais, on chat, et on n'a plus l'occasion de se voir, et là, c'était vraiment une cool conversation. Il a fallu malheureusement un attentat pour faire une vidéo là-dessus, mais écoute, ce serait bien de peut-être en refaire une autre, mais en étant un petit peu moins dans l'actualité et un peu plus dans la philosophie ou l'approche des choses, parce que tu as des choses intéressantes à dire aussi. Ben, je pense que ce qu'on peut faire, c'est demander aux gens qui nous regardent si ça les a amusés, si ça les a intéressés, surtout, de commenter un petit peu. Et puis, on pourrait peut-être commencer par gratter là-dedans pour voir un peu vers où on peut aller, faire un truc chouette. Ben, dans tous les cas, on remet ça. Ok, avec plaisir, quand tu veux. Ciao. Salut.